Il était une fois deux chemineux, deux traînes la misère, qui allaient sur les chemins de l'errance à la recherche d'un larcin, d'un mauvais coup, ou bien de quelques bonnes occasions de se remplir la bourse, ou bien la panse, sans trop se fatiguer. Il n'était ni très méchant ni très gourmand, se contentant de menus forfaits pourvu qu'il puisse ainsi profiter d'une vie oisive et contemplative. Ne leur jetons pas la pierre, d'autant que ces deux-là avaient fait le choix de rester en bord de Loire, par opportunité sans doute, puisque grande alors était l'activité commerciale sur la rivière, tout autant que les occasions de chaparder ou bien de jouer vilain tour à des Ligériens de bonne condition. Ils vivaient d'expédients, certes, mais dans le plus beau décor qui soit, tout en ne jetant leur dévolu que sur des marchands, des touristes aisés et des seigneurs. Le premier, Gustave, était petit et vif, brun de visage. Il avait des yeux inquiets, perçants, des traits nettement marqués par la vie au grand air. Ses mains potelées et fortes précédaient des bras minces, non dépourvus d'une force importante. Son nez aquilin et osseux lui conférait une allure mystérieuse. De lui émanait à la fois roublardise et intelligence, rouerie et ruse. Léonard, quant à lui, son compagnon souffre-douleur, était un doux colosse innocent, aux mains gigantesques, véritable battoir lourde de menaces. Personnage gigantesque aux larges épaules tombantes. Sur son visage informe, on remarquait surtout ses grands yeux pâles qui semblaient ne rien comprendre au monde qui l'entoure. Il est vrai que la nature avait fait de lui un simple, un gentil attardé avec l'esprit d'un enfant, doux comme un agneau en dépit de sa force impressionnante. Il obéissait aveuglement à son compagnon. Ces deux-là avaient quelquefois maille à partie avec la maréchaussée. À chaque fois, Gustave s'arrangeait pour que Léonard fût le dindon de la farce. Si la chose peut sembler inélégante de sa part, le rusé avait rapidement compris que son compagnon suscitait souvent la pitié et la mansuétude. Une nuit au poste, une bonne rodomontade et le simple était relâché, sans autre forme de procès. Cependant, les événements, pour eux, prenaient une tournure qui déplaisait fortement au plus malin des deux. Leur manège avait été repéré, et les mariniers se méfiaient désormais de ces deux-là, qu'ils appelaient les rats des champs. Leur multiple chapardage avait fini par excéder les marchands qui décidèrent de les imputer à l'équipage et de priver ceux-ci d'une partie de leur gain. Gustave s'interrogeait. Devait-il continuer à faire équipe avec ce pauvre Léonard qui passait si peu inaperçu que désormais il contribuait à les montrer du doigt quand ils apparaissaient dans un port? Il fallait changer de stratégie. Gustave se dit qu'il devait exploiter la naïveté de son compagnon à son seul profit, quitte à mettre dans la panade ce pauvre Berliodio. Ce jour-là, le plus malin avait remarqué un chargement de tonneaux vides, ayant quelques années de bouteilles destinées sans nul doute à remonter sur Orléans afin de servir au transport du vinaigre. Le chaland, qui allait charger cette marchandise sans grande valeur, avait à son bord des produits qui attiraient la convoitise du malin. Il convainquit Léonard de se glisser dans une barrique et de n'en sortir qu'à la nuit venue, afin de dérober tout ce qu'il y avait de valeur sur le bateau. Le doux géant se glissa avec grand-peine dans sa cachette. Les effluves du vin vieux étaient aussi désagréables qu'inconfortables était l'exécuté du tonneau, qui, tout comme son passager, n'était pas un foudre. Le malheureux Bredin fut roulé, chahuté, secoué pour que son odorante cachette se retrouve à bord. Il eut dans son tourment la chance de ne pas être posé à l'envers. À la nuit venue, il put enfin sortir de ce cachot odieux. La tête lui tournait, il chancela, tituba et tomba dans la Loire sans rien avoir dérobé. Sur la rive, Gustave l'attendait et fut fort mécontent du fiasco d'une entreprise pourtant bien imaginée. Il le battit comme plâtre, déjà trempé et maintenant roué de coups. Léonard ne riposta pas, tant l'emprise de son camarade était forte sur lui. Tout penaud et tout mouillé, Léonard demanda même pardon à Gustave, et
le pria de trouver rapidement une autre idée pour commettre un nouveau larcin. Gustave, jamais à court d'invention pourvu qu'elle le mette à l'abri, proposa dans l'instant une autre solution. Enfin, stratège qu'il était, la mission périlleuse était confiée à un comparse, en l'occurrence le gentil géant. Il lui conseilla d'aller se cacher sous une grande voile déposée dans une allège. La grande voile était destinée au chaland, derrière lequel était traînée cette petite embarcation. Là encore, il lui faudrait attendre le début de la nuit, quand l'équipage irait se restaurer dans une taverne pour monter à bord et voler ce qui avait de la valeur. Léonard obtempéra sans même un regard critique sur la proposition. Il passa alors une nouvelle journée d'inconfort, engourdi, car dans l'impossibilité de bouger. Il dut même, à sa grande honte, mouiller ses braies, faute de pouvoir pointer le bout de son nez sur la rivière. Il commençait à s'interroger sur son compagnon, bien tranquille sur le chemin de halage, à suivre la progression du chaland. À proximité du pont de Blois, le courant étant violent en cet endroit et le vent pas suffisant pour franchir l'obstacle à la volée, un marinier tira le bout qui relie l'allège afin de monter à son bord pour envoyer une corde au gobeux du bout du pont. Ces hommes allaient, à la force de leurs bras puissants, tirer la corde pour permettre le franchissement de cette chaussée. Il surprit le malheureux clandestin profondément endormi. Sans ménagement, il réveilla Léonard, qui, abruti de sommeil, se laissa prendre par la peau du cou et jeter à l'eau. Une fois encore, l'aventure se terminait dans les flots et se coula dans un endroit où le courant était particulièrement violent. Le malheureux eut beaucoup de peine à regagner la rive, là où, ulcéré, attendait celui qui se prétendait son ami. Durant 2 jours, les 2 compagnons se firent la tête. Ils suivaient la progression de ce bateau sur lequel ils espéraient faire main basse. Le vent contrariait sa progression, le chaland n'étant qu'en vue du pont de Beaugency quand Gustave proposa une nouvelle combine pour parvenir à leur fin. Léonard bougonna. Il devinait qu'il serait encore mis à contribution par celui qui avait véritablement l'étoffe d'un chef. Tout imbécile qui pouvait être, il avait néanmoins un bon jugement. Cette fois, le beau parleur et homme d'excellents conseils lui suggéra de se faire passer pour un portefaix sur le port et de monter à bord avec un objet encombrant sur l'épaule, puis de se cacher jusqu'à la nuit, par exemple dans le tas de grains de blé qui se trouvait sur l'arrière du bateau. Quoique dubitatif, le grand costaud se laissa faire. Sur le quai, il y avait une malle très lourde qu'un premier marinier n'avait pu hisser sur son dos. Léonard proposa ses services, chargea la lourde marle sur son épaule et monta ainsi à bord. Sur le chaland, le matelot qui 2 jours auparavant l'avait jeté à l'eau le reconnut sans peine. Il était même impressionné par sa force. Il en toucha 2 mots au capitaine qui, en homme avisé, trouva bien vite le parti qu'il y avait embauché un tel personnage. Il suffisait de savoir pourquoi il avait agi de la sorte auparavant. Léonard fut interrogé par le capitaine dans le secret de la cabane. Sur le quai, Gustave n'en vit rien. Ayant commencé par lui offrir à boire de ce redoutable breuvage alcoolisé que les mariniers appellent le bouillon, l'homme apprit bien vite les tenants et les aboutissants de tout cela. Il remercia son nouveau membre d'équipage de sa franchise et lui proposa de jouer un vilain tour à celui qui le prenait pour un couillon depuis si longtemps. Tout l'équipage au crépuscule fut feigni de partir. Un bon quart d'heure après, Léonard plaça une planche de rive pour que Gustave puisse le rejoindre. Sur le pont, le nouveau venu fit comme à son habitude des reproches à son camarade. Cette fois, il le réprimandait d'avoir attendu aussi longtemps après le départ des hommes. Léonard, tout simple qu'il était, sourit à cette remarque, qui, une fois encore, démontrait le peu de respect que son tourmenteur avait pour lui. L'équipage arriva sur ces entrefaits.
Gustave, alors qu'il réprimandait vertement le pauvre géant, ne s'en rendit pas compte. Attrapé sans ménagement, le gredin fut jeté à la Loire. Une demande spécifique que Léonard avait formulée. Récupéré sur la rive par 2 marins, ligoté proprement, il se retrouva sur le dos de celui qui jusqu'alors lui servait de couverture. Car c'est Léonard en personne qui conduisit celui qui se pensait rusé à la prévôté. Le malfaisant fut jeté dans un cachot humide, peuplé de souris, qui allaient l'agacer, tandis que le béné, adopté par les hommes d'équipage, devint le plus costaud portefeuille de la marine de Loire. Ce renversement de situation servira de chute à cette histoire.